Faut-il à tout prix expliquer et rationaliser ces plaisirs? Ne devrait-on pas les laisser à leur opacité? Dès qu'en 1990, j'ai eu mon premier contact avec l'œuvre de Francis Pavie, elle m'a infiniment plu. D'un plaisir indéfinissable, parce qu'il ne s'ajustait pas aux catégories esthétiques qui étaient miennes à l'époque, celles du modernisme, de l'abstraction, de l'art contemporain et de la grande peinture classique européenne depuis ses origines. Je suis alors parti en quête d'une explication, d'abord en publiant une série d'interviews de Francis dans Monde francophone, puis les reprenant et les préfaçant pour un livre bilingue français-anglais qui sortira bientôt à LSU. Cette palabre que j'ai eue avec la peinture de Francis Pavie a été rendue possible par un regard rétrospectif, une vision prophétique du passé qui s'est construit à partir de l'esthétique d'Édouard Glissant. Le trait marquant de sa réflexion sur la beauté, un mot qui a d'ailleurs disparu de l'art contemporain, est qu'elle est homologue de ce que dit Glissant de sa poétrie. Je cite, « Les effusions de l'art ne seraient-elles, comme celles de la poésie, les plus importantes? L'art est à la fois en position de fusion et d'effusion et de commutation relationnelle avec l'écrit. Ce qui est dit de l'un vaut aussi pour l'autre et vice-versa, car il y a liaison magnétique. Les liaisons magnétiques, qui relèvent de l'intuition poétique du monde, font barre à toute application de la pensée glissantienne à un objet et préviennent de faire de Pavie un cas singulier qui serait élevé au niveau d'un paradigme glissantien. De fait, l'application et l'exemplarité ont été explicitement congédiées par Glissant. Je cite, « Il paraît vain d'accorder toute nouvelle proposition sur une suite d'exemples probants. L'exemple ne se rapporte qu'à un élément d'un multiple dont les parties s'accordent et se repoussent en plusieurs champs à la fois. Élire un exemple, l'amener à l'évidence, le faire servir à démonstration, c'est aussi bien privilégier indûment un de ces champs, mal percevoir le rapport dans la relation. Car, qu'est-ce que la relation? Non un dogme, Dieu nous en préserve. Non une doctrine, pas plus une méthode, mais une pratique poétique de la pensée, de l'événement et du monde. Mettre en relation, c'est faire surgir chez Glissant et Pavie, tout ensemble, l'imprévisible. J'ai 5 stations dans mon exposé. J'espère que j'arriverai à les couvrir toutes. J'espère que ça ne sera pas un chemin de croix pour vous. Et la première, c'est le maître récit de l'art européen. Je veux vous donner un aperçu schématique de comment j'ai pensé Pavie à partir, disons, d'une philosophie de l'art qui a été élaborée par un très très grand philosophe qui s'appelle Arthur Danto, qui a annoncé après la fin de l'art, qui a annoncé la fin de l'art, qui est évidemment lié à Hegel, et un autre très grand historien de l'art qui s'appelle Hans Belting, qui a écrit Image et culte, une histoire de l'image avant l'époque de l'art. Donc c'est très schématique, mais j'espère que la contraction ne rendra pas la chose inaudible. Donc ce que fait Belting, c'est de repérer au Moyen-Âge la transition entre l'icône, qui est un objet sacré qui est transitif, d'une transcendance et n'a donc pas de valeur en soi, au tableau, qui, outre d'évoquer le sacré, développe un réalisme et une attention au corps et au monde qui ne sont pas un objet pour les icônes byzantines. Giotto, dont Boccace louait le réalisme, Masaccio, qui allait prendre ses modèles dans la rue, n'est-ce pas, sont des liminaires de cette ère de l'image d'art et non plus qui se débarrasse de l'icône. Ces peintres engagent la peinture européenne sur la voie d'une toujours plus grande technique de mimésis, dont Giorgio Vasari, à la Renaissance, fixe les traits désirables.
Cette époque de l'art vasarienne, l'art mimétique, se clôt, soit selon le critique Clément Greenberg, avec Manet, qui proclame la surface par les aplats de ses couleurs, n'est-ce pas, où il étale la peinture et donc la rend complètement visible, soit selon Arthur Danto que j'ai cité, avec les impressionnistes, où le médium pictural devient la finalité de la peinture. Cette période assez brève de la peinture sur la peinture finit avec l'irruption de l'abstraction, Kandinsky et Malevich, puis avec le brio box d'Andy Warhol, qui inaugure en 1964, toujours selon Danto, l'époque que nous vivons aujourd'hui, l'art contemporain, qui est celle du « tout est permis en art ». Donc, le maître récit européen de l'art trouve sa fin, faisant écho à la fin de l'histoire qu'a conçue Hegel. La notion de fin qu'Hegel et Danto partagent a trois caractéristiques importantes. Tout d'abord, l'histoire de l'art est linéaire et orientée vers une finalité, celle de sa propre dissolution, après quoi vient le « tout est permis » de Danto, qui n'est rien d'autre qu'une résolution hegelienne de la dialectique de l'histoire. Une non-linéarité historique, une non-finalité qui dérangerait le déroulement de la dialectique ne peuvent être prises en compte dans un tel processus. En deuxième lieu, les développements de l'histoire de l'art, donc mimésis, art moderne, art non figuratif, art contemporain, sont spécifiques à l'art européen et américain, qui sont en effet le lieu principal du développement historique de la représentation et aussi l'espace géographique où l'abstraction, la performance, le minimalisme, le maximalisme aussi, l'arte povera ont été inventés. De même, pour Hans Belting, le passage de l'image fonctionnelle sacrée à l'art non iconique profane est fondé sur l'évolution particulière de l'art chrétien au Moyen Âge, un moment historique spécifique à l'Europe. L'art non européen, temporellement ou géographiquement, est exclu de l'évaluation, à moins que nous considérions comme universel le tout est possible d'Arthur Danto, ce qui est loin d'être le cas. En dernier lieu, la linéarité implique le progrès, au moins sur le plan de la technique mimétique, jusqu'à ce que le tout est possible se débarrasse des notions de technique et de maîtrise elle-même, et alors la non-linéarité devient la norme après l'apocalypse de l'art. Aujourd'hui, tout ce qui revient, par exemple, à l'insistance sur le pictural, à l'instar de Hopper, de celui de Balthus, de Lucian Freud, de Bacon ou d'Odd Nerdrum, qui lui a essayé de faire des études d'histoire de l'art à Stockholm, et puis quand ils ont vu qu'il ne faisait pas des petites choses bien abstraites et bien puritaines, ils l'ont fichu dehors. Hein. Aussi la maîtrise technique du photoréalisme, l'art folklorique contemporain, les arts dits premiers, soit pour Danto, est en dehors de l'histoire, ne fait pas partie du récit contemporain, ou alors est simplement une régression parce qu'il contredit l'implosion du récit principal. D'ailleurs, pour autant que je le sache, Arthur Danto ne mentionne jamais aucun artiste figuratif contemporain. Paradoxalement, son « tout est possible en art » débouche sur une exclusion massive, ce qui conteste radicalement son universalité. Ici comme ailleurs, je cite Édouard, l'universel est un leurre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une caractéristique idiosyncratique, spécifique à une époque et à une géographie définie, devient universalisée par Danto, par les critiques d'art européens. Et tout ce qui est en dehors de ces présuppositions, de cet universel, est exclu. Ça ne veut pas dire, évidemment, que
Hegel, Danto et Belting sont à condamner parce que leurs notions sont évidemment puissamment opératoires. Mais seulement, il faut se rendre compte qu'elles sont une pertinence qui est historique, limitée, et une géographie limitée. Et je souligne par ailleurs que le tout est possible de Danto est tellement général, c'est là aussi où l'universel se piège par lui-même, que il est pratiquement vide de sens. Cependant, pour un peintre haïtien, pour un peintre africain, pour un peintre louisianais ou même européen, de nouveaux possibles surgissent sans avoir de cesse et qui ne sont pas des n'importe quoi, car ils sont lourds de sens. Glissant à anticiper ce devenir, je cite, « Nous nous trouvons peut-être pas très éloignés du temps où d'inconcevables formes et d'inédits genres de l'art, aujourd'hui insoupçonnables, nous dévoileront les rendez-vous des différences et les autres secrets des liaisons magnétiques. » Si vous faites la somme de toutes les icônes que Francis Pavie utilise de façon répétée, je les détaillerai un petit peu après. Son œuvre est immense, donc ça ne sera que des fragments que je vais vous présenter. Ils ne peuvent désigner qu'un seul lieu, Lafayette, en Louisiane, dont il m'a dit un jour, c'est le centre du monde. L'œuvre habite dans la réalité d'un espace et d'un temps tout à fait tangible et incontournable. Elle échappe à toute fuite vers le sublime, l'idéalisme, le platonisme, en montrant son ancrage dans sa terre. Quiconque connaît un peu la Louisiane est frappé par la saveur particulière de l'État, une singularité qui ne se retrouve en aucun État américain. Cette saveur est la résultante du mélange étonnant des influences culturelles qui font des origines de l'État une véritable multigenèse. Les Indiens, avec des tribus francophones, les Espagnols, les Français, les Allemands, les Cajuns jetés hors du Canada, les Yankees, tous ont laissé leur marque dans cette histoire à plusieurs strates. En Louisiane, tout est dans tout, pour reprendre Glissant, comme l'eau, la terre et le ciel, tout se rapporte à tout en restant distinct dans son unicité. En ce sens, l'œuvre de Pavie est l'émanation la plus fidèle du lieu où elle est faite. La juxtaposition de ces icônes n'est que la manifestation des multiples sédiments de la culture louisianaise dans laquelle Francis Pavie respire. Mais, ceci est important, Pavie n'est pas un peintre régional ou folklorique. Citons son observation astucieuse sur les impressionnistes qui, précisément, peignaient la nature qu'ils avaient sous leurs yeux en leur lieu. Il a dit il y a longtemps, Francis Pavie, je le cite, « Si vous considérez l'histoire de l'art, qu'était-ce que l'impressionnisme, sinon un mouvement régional français ?» Néanmoins, ces peintres ont changé la direction de l'histoire de l'art. Les gens aiment la Louisiane aujourd'hui précisément parce qu'elle est une région qui n'a pas renoncé à son identité. Donc, en fait, puisque le maître récit européen s'est écroulé, nous éprouvons la nécessité d'un nouveau récit et nous éprouvons la nécessité de définir une nouvelle région. Pavie est régional, mais seulement dans le sens où il participe à une nouvelle région du monde, telle qu'Édouard l'a discernée, une région imaginaire où les temps anciens et nouveaux, les lieux lointains et proches se font écho les uns aux autres et fusionnent ensemble, une région où un nombre incalculable mais fini de détails, d'emblèmes et d'icônes, chacune avec leur singularité, commence à dialoguer dans le tout-monde. Je cite, « Une région nouvelle qui est une époque aussi, qui est un inépuisable pays, accumulant les étendues, qui se cherche d'autres limites, en nombre incalculable mais toujours fini, ainsi qu'on a dit des atomes.
Les humanités ne prennent pas la dimension de ces géographies d'aujourd'hui et nous imaginons plus volontiers être bornés par des frontières qui vont dans l'incommensurable. La Louisiane fait effectivement partie de cette nouvelle région du monde. Glissant a proposé de considérer le Sud-Américain comme une partie intégrante de ce qu'il appelait l'espace des plantations, partageant une histoire commune, partiellement définie par la traite négrière de l'Atlantique. Nous savons déjà, et je pense, là encore, on m'a coupé l'herbe sous le pied, je pense que ça a été cité à l'ouverture, nous savons déjà que la Louisiane est à beaucoup d'égards proche de la Caraïbe et des Antilles surtout. Le système des plantations, l'émouvante persistance des langues créoles, l'arrière-fond de la langue française est le plus pressant, mais commun à tous les pays esclavagistes, la souffrance et le marronnage des nègres. Mais cette oppression des plus horribles donne naissance à de nouvelles cultures et à de nouvelles possibilités. Faulkner, les langues créoles, leurs cultures sont à cet égard les principaux moments auxquels Glissant recourt. Donc, je pense que l'opus de Pavie est un paradigme de cette nouvelle région du monde. En même temps, inextricablement locale et infiniment ouverte à d'autres œuvres et d'autres lieux. Comme en écho à Glissant, Pavie déclare « Je pense que le régional devient universel lorsque l'iconographie représentée dépasse l'échelle locale, trouvant un accord avec l'inconscient collectif, une chose à la fois facile et difficile à faire. C'est une chose qui ne peut être simulée, car elle est la vérité. » Je vous rappelle le lieu réel qui est incontournable, parce qu'on ne peut pas tracer les contours, écrit Glissant, c'est-à-dire qu'il est en devenir et expansion constant, à partir d'un point précis. Le lieu n'est pas transcendé par la vision, il est aéré par sa force, son élégance, sa subtilité et sa gaieté abrupte, à d'autres endroits tout aussi singuliers et ouverts dans la vibrance. Entre ces lieux spécifiques, un nouveau dialogue de relations émerge, relations qui ne pouvaient être prévues ou qui ne pouvaient être pensées ni par Hegel, ni par son émule Arthur Danto. Donc j'avance ici une proposition. Francis Xavier Pavie est un peintre créole. Comment entendre cette qualification? Dans le sens où, évidemment, Édouard l'a définit, je cite, la créolisation est la mise en contact de plusieurs cultures, ou au moins de plusieurs éléments de cultures distinctes, dans un endroit du monde, avec pour résultante une donnée nouvelle, totalement imprévisible par rapport à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments. Donc j'avais réalisé avec Francis une série d'interviews et j'essayais de trouver un rapport, il est là immédiat. Il parle de Clifton Chenier, qui est un musicien natif très connu d'Opelousas en Louisiane. Alors il dit de Clifton Chenier ceci: un noir américain qui joue du bayou pop, inspiré des Caraïbes, et du rhythm and blues des marais en français créole. Alors, ça fait tellement bien écho à la pensée de Glissant, et son acte pictural relève de ce mélange et de cette créolisation. Donc, Clifton Chenier, en fait, est un paradigme pour l'activité picturale de Francis dans son ensemble. Alors, je voudrais parler maintenant du détail. Le détail, dans toute œuvre et dans le monde, est un contour qui semble isoler et analyser visuellement ou poétiquement un élément singulier. Dans l'image que vous avez projetée, vous pouvez les distinguer très très clairement, et puis après ils sont fondus avec un art extraordinaire dans une espèce de coloration des choses qui fusionnent tous ces détails. La circulation du détail n'est pas seulement interne à l'œuvre. Le détail, c'est tous les points de vue sur le monde qu'offre l'œil de Pavie à celui qui regarde son tableau. Quand il est pris dans un réseau rhizomique, le détail devient relation.
Il devient à la fois irréductible et incontournable, puisqu'on ne peut plus en tracer les contours dans sa relation à tous les autres détails. Par le rhizome, l'œuvre de Pavie devient une totalité ouverte, où tous les points détails entrent en connexion les uns avec les autres. Je cite Glissant, « C'est une nouvelle région du monde parce que nous vivions dans le monde est devant nous, en nous et à côté de nous, mais nous n'avons pas encore conçu qu'il y a une partie du monde que nous voyons, que nous ne voyons pas et dans laquelle nous devons entrer tous ensemble, c'est-à-dire dans laquelle nous devons mettre en rapport nos différences sans que ces différences entraînent des catastrophes. » Je passerai plus loin du détail à la différence, car ils s'équivalent dans la pensée d'Édouard. Donc vous voyez dans la peinture les contours délimités par Pavie, qui leur donne un poids et un ancrage, mais aussi la légèreté puisqu'ils s'interpénètrent, il y a transparence, indépendance, mouvement et ouverture à la fusion des uns avec les autres. Une femme peut englober un ciel étoilé. Dans un verre de bière habite le roi noir du Mardi Gras, un oiseau ou une corvette rouge de 1960 sont comme la page déchirée d'un manuscrit, le fragment d'une fable inconnue. Une bouteille se multiplie à l'intérieur d'elle-même, tout en accueillant une acrobate un petit peu indécente. Une croix ou une guitare rouge nous regarde avec de grands yeux ouverts. Un visage contient un tourbillon bleu, ciel et blanc. Les objets et les personnes sont le lieu d'un vaste échange de tout avec tout, sans perdre leur identité, comme s'ils faisaient écho aux paroles de Glissant que vous connaissez tous. Je change en échangeant avec les autres, mais sans me perdre et me dénaturer. Donc, la peinture de Pavie, bien qu'ancrée dans un lieu, n'est pas régionale, elle est ce qui arrive aujourd'hui même dans le maelstrom des cultures que nous vivons, pour lequel ce maelstrom, la créolisation de la Louisiane l'a parfaitement préparé. Je cite Édouard, « Les esthétiques vont au tout monde, et même si elles tiennent pour chacun de nous, c'est la merveille à la cohue qu'il a ouverte dans sa mère et dont il a un jour fait le tour. Nous, extrême densité, multiples sens, extension incontournable, courbée à tous les vents qui nous tiennent debout. » Le détail, c'est aussi un autre nom pour la différence. Je vous rappelle qu'une définition de la relation, où détail alterne avec différence, suivant le contexte, est la suivante. La relation, c'est la quantité réalisée de toutes les différences, ou des détails du monde, sans en accepter aucune ou aucun. Alors, si les différences sont des quantités réalisées et non des qualités conceptuelles, alors ce sont des différences pleines et substantielles, à l'exact opposé de la différence chez Saussure et par extension chez Derrida, qui n'en est que la radicalisation. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, vous savez que, comme tout le monde, la différence saussurienne, c'est un jeu d'opposition diacritique sans contenu, vide de tout sens. Glissant et Francis Pavie proposent un état de la différence où celle-ci n'est pas affectée par la coupure qu'a opéré Saussure entre le signifiant et le signifié. Et ils font appel à un futur antérieur de la différence. Je vous rappelle aussi que cette coupure, c'est la base du sujet ou l'écriture du sujet divisé de Lacan. Retour à quoi? À Héraclite, qui écrit il y a 2500 ans, « Le différent concorde avec lui-même ». La pleine différence est chez Glissant le sol universel.
je cite, ce que je considère comme un universel est la quantité réalisée de toutes les différences et elle seule. Mais quel rapport avec l'esthétique? C'est évident, ou cela devient une évidence si l'on sait lire et entendre. Je cite encore, ce que je défends, c'est que l'idée de la beauté n'est d'une quantité réalisée au fur et à mesure. L'idéal qu'il y a dans la notion d'universel s'abolit dans la notion de quantité réalisée. Donc la différence est à la fois passée. C'est la grotte de Lascaux qu'Édouard Glissant a visitée. Il a visité la grotte originale, il a eu ce privilège, il n'a pas visité la copie. Et il en a été très très ému. La différence est passée, elle est là, il y a 14 000 ans, elle est maintenant et elle est à venir ou toujours en devenir. Une main de Pavie avec un oiseau qui s'envole. Une main de Pavie qui nous raconte une histoire. Je cite Glissant. Car nous avons l'intuition de la beauté chaque fois que nous devinons ou sentons un objet, ou une idée, ou une œuvre, ou une passion. Non pas seulement la rencontre du même et de l'autre, ce serait là un bon lieu commun, ni cette dite perfection des formes, ce serait une tautologie, mais la tension d'une différence en soi qui se propose d'autres différences à connaître et à rencontrer. Et cette tension intervient donc dans l'objet ou dans l'œuvre entre des différences qui se devinent elles-mêmes et des différences qui viendront s'ajouter, et alors la tension signale le possible de leur rencontre. Le travail de Pavie a aussi un point commun avec l'écriture glissantienne dans le sens qu'il a construit au cours des années à peu près 400 motifs qu'il répète, qu'il varie, qu'il réassemble, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup penser au ressassement de l'écriture de Glissant et qu'il utilise dans des contextes différents. Tout à coup, la différence prend un autre sens simplement parce qu'elle est insérée dans d'autres différences. Ça, c'est le roi créole. Le roi créole que vous avez vu traité différemment sur l'affiche du colloque. Alors je l'ai choisi exprès parce qu'il est créole et qu'il est un roi. C'est un souverain, bien sûr. Et j'ai proposé à Dominique ce roi créole pour l'affiche précisément parce qu'il y avait une souveraineté. Le voici modifié et brandissant un énorme pot de café, symbole d'ailleurs dans l'imagerie de Pavie, dans son iconographie, de l'accueil de l'autre. Et le voici maintenant dans l'affiche, dans la base de l'affiche qui vous a été soumise pour le colloque. Et vous voyez comment c'est le même, mais il est différent et chaque fois il prend un sens nouveau de sa réinscription d'un tableau à l'autre. Alors ça c'est tout à fait glissant, vous le savez bien, ceux qui l'ont lu, qui le connaissent, la réinscription c'est le processus même, ou le ressassement c'est le processus même de sa pensée, où les concepts apparaissent dès le début dans le soleil de la conscience, dans l'inconscient, dans l'intention poétique, il y a presque déjà tout, en germe, n'est-ce pas? Et puis après, c'est une pensée organique et vivante, ça monte, ça vit, ça se développe, ça se ramifie et ça se précise, etc. La peinture chez Pavie, c'est exactement la même chose. Si je reviens à la première image, ces images, où je vais vous en dire quelques mots, il a décidé de simplifier radicalement la peinture, n'est-ce pas, au départ. Et il a commencé à constituer ce vocabulaire, là encore. Mais vous voyez comment la simplicité se développe
et devient tout à coup beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche, comme chez Glissant, exactement. Voilà. Alors là, je pense que non seulement on m'a coupé l'herbe sous le pied, mais on m'a pris du temps. Donc je vais abréger et je vais un peu parler plus en détail de la peinture de Pavie. Et à chaque fois, évidemment, je la mets en rapport avec la parole vivante d'Édouard Glissant. Alors, nous, voilà l'affiche avec le roi qui joue maintenant de l'accordéon. Un tableau magnifique de grande dimension. Et puis, ce que je voulais montrer en détail, mais j'irai vite, c'est aussi le fait que la peinture de Pavie, comme l'écriture de Glissant, c'est toujours en recherche, c'est toujours en développement. Il est toujours en quête non seulement du moyen technique, mais de la prochaine représentation possible. Et vous voyez la complexité que ça peut donner. Je voulais aussi souligner que dans les tableaux, vous avez un rapport avec un récit relaté, relayant en relation. Ceci est crucial. Qu'est-ce que c'est que l'art contemporain? C'est se couper du récit, c'est déshumaniser, c'est s'abstraire. Ça donne parfois des résultats éblouissants, mais le récit, tout récit disparaît, alors que Pavie met du récit. Ces tableaux sont aussi des récits, sont aussi des histoires, et tous sont un titre. Regardez l'art contemporain, Untitled, 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 numéro 100, numéro 200, Untitled. Donc là, vous voyez pourquoi il n'y a pas de nomination, parce qu'on veut sortir d'une façon puritaine de l'humain. Donc ici, je cite Glissant, et vous remplacez écrivain par peintre. L'écrivain d'aujourd'hui est toujours un écrivain futur. Les temps ni l'errance n'ont de terme, le changement est leur permanence. Oh, il continue. Donc, je dirais ceci, c'est que la figuration visuelle est humaine quand elle est peu ou prou liée à un récit. Je ne parle pas seulement ici du genre de l'art narratif, une catégorie de l'histoire de l'art qui rassemble énormément d'œuvres depuis le début de la peinture. Je parle de la façon dont même l'objet figuratif le plus minimal fait allusion à un conte qui est plus vaste que lui-même, une narration extraite de la mythologie, de la religion, de la vie quotidienne ou de la vie spirituelle du peintre. Donc un des objectifs explicites de l'art abstrait et aussi d'une littérature qui fut d'avant-garde et qui tout à coup est passée dans les rayons de la bibliothèque sous une poussière absolument énorme. Je parle du nouveau roman. C'est l'un des objectifs, c'est de remettre en question le statut de la narration et finalement de se débarrasser d'elle. Une façon de tuer le récit, c'est donc aussi de laisser les œuvres sans titre. Et ça, en fait, contredit un fait fondamental, c'est que nous appartenons à l'humanité qu'ayant été insérés ou que nous nous insérons dans un récit, ce que Glissant appelle le relatant ou le relaté. Je vous cite. La relation, elle n'instruit pas seulement le relayé, mais aussi le relatif et encore le relaté. Sa vérité, toujours approchée, se donne dans un récit. Donc, pour tous les
tous les tableaux de Pavie, il y aura un titre et il y aura une histoire. Et ça, c'est le conte de l'oiseau qui vola, qui peut vous détailler, où en fait, c'est l'histoire d'un de ses amis qui était saint d'esprit, qui est devenu fou, tandis qu'un autre qui était fou est devenu saint d'esprit. Donc ça s'est croisé, et puis ça donne un tableau où il y a des fragments de récits, et ça, disons, vous voyez aussi de la tragédie ou de la tragicomédie naît le beau et la peinture. Donc, il y a, encore une fois, là je dois accélérer, il y a encore autre chose chez Pavie, ça c'est un détail du tableau précédent, il y a une dimension épique. La dimension épique, ce n'est pas seulement l'énorme masse de ce qu'il a produit en 30 ans. Si vous allez dans son studio, c'est gigantesque, sa création. De telle sorte que parfois, quand je suis en fond, j'aimerais lui acheter quelque chose, je regarde, tout est beau. Vous voyez le problème, on est submergé. Et pour finir, malheureusement pour lui, je pars et puis je dis, je sais pas, ma tête a éclaté, je n'arrive pas à choisir en fait. Mais c'est aussi épique dans le sens des dimensions. Alors, il est né le Mardi Gras, ça, c'est une représentation du Mardi Gras. Il faut la voir en personne quand elle a 5 mètres. C'est une fresque qui a 5,40 m de longueur, n'est-ce pas, et 1,80 m de hauteur. Alors là, je vous parlais du détail. Vous comprenez bien que j'aurais pu faire une conférence de 3 jours en détaillant tous les détails. Cette idée perverse m'est venue, mais je me suis dit non, épargnons mes pauvres auditeurs. Un autre, voilà. Un bar, c'est une chose simple. En Louisiane, c'est une cabane. La seule chose qui est importante, c'est l'accord. Mais tout à coup, ça se peuple, ça vit, ça échange entre toutes les races, entre tous les objets, entre toutes les langues, et ça prend des dimensions absolument gigantesques. Alors, ce qui est intéressant, parce que et qui est vraiment fascinant dans l'histoire de la peinture de Pavie, c'est qu'il a commencé avec quelque chose qui était ultra technique. C'était le photoréalisme. Alors, le photoréalisme n'a qu'une exigence, à part de reproduire ce qui est platement devant soi, c'est que la technique soit absolument maîtrisée. Donc, il ne s'agit pas d'agrandir une photographie et puis de peindre dessus. Non, il faut tout refaire. Alors, il peignait des belles du Mardi Gras, une tradition qu'on a chez nous, les reines du Mardi Gras. Et il a peint aussi, donc voilà les détails, vous voyez, c'est très fouillé, c'est très long à faire. Et il faut une maîtrise de la main picturale extrême. Et il a fait aussi un autoportrait qui est extraordinaire. Donc c'est du photoréalisme. Et puis, donc ce que je voulais dire, c'est que tout à coup il se rend compte, même si c'est un autoportrait, il ne s'exprime pas. Ça ne correspond en rien à ce qu'il veut faire. Donc c'est à ce moment-là qu'il décide, et c'est pour ça que je voulais souligner ce trait, cette décision. Ce que vous voyez maintenant, ça n'est pas le résultat bon, je pense que vous l'avez bien compris, d'un peintre qui ne sait pas peindre. C'est un peintre qui a choisi de peindre ainsi qu'il le fait. Donc, il y a une rupture. Il y a aussi rupture du fait que là, il se regarde, n'est-ce pas? Qu'on est dans une espèce de miroir narcissique hautement technique, où il joue de la musique. Bon, ça c'est aussi un élément que j'aurais voulu évoquer, mais j'ai pas le temps. Et tout à coup, quand il rompt avec l'ultra technique, il rompt aussi avec la représentation de soi et il regarde le monde qui est autour de lui. Donc, je crois que je vais terminer sur la révélation de la relation. J'espère que je vous ai donné une idée un peu
consistante de la peinture de Pavie. Mais je précéderai la relation par des remarques de Glissant sur l'art. D'abord, la répudiation du réalisme ou du photoréalisme, c'est la même chose, je cite. Les peintres qui font des tableaux de mœurs ou de genre, un marché tropical ou des pêcheurs antillais, croient qu'ils rendent compte par là de la réalité. Ça n'est pas vrai du tout. Ils ne rendent absolument pas compte de la réalité. La réalité est autre que cette apparence. Ça, c'est aussi une critique de l'impératif de Vasari, n'est-ce pas, la mimésis. Il y a aussi beaucoup de remarques chez Édouard Glissant sur la technique. Vous avez remarqué d'ailleurs quand vous lisez, il ne parle jamais de métaphore, de synecdoque, de métonymie, ça l'intéresse absolument pas. Ça, il les pratique. Et la rhétorique, il la maîtrise, mais ça n'est pas un critique littéraire, du tout, n'est-ce pas? La forme, il la laisse découvrir à vos yeux sans la commenter. Donc, la technique, Proust l'avait déjà dit d'ailleurs, Proust écrit « Le style pour l'écrivain, aussi bien que la couleur pour le peintre, est une question non de technique, mais de vision. » Pavie le redit d'ailleurs. Au mieux, dit-il, la technique est un moyen pour un artiste de dire ce qui doit être dit. Au pire, elle peut tomber dans le trucage. Comment lier ceci avec la réflexion d'Édouard Glissant? Il fait une distinction entre le beau et la beauté. Ce n'est pas la même chose. Le beau est un produit social. La beauté est une aspiration de chacun. C'est la grande différence. On n'aspire pas au beau, mais on le conçoit et on le fabrique. L'esthétique au sens traditionnel, c'est la science de cette fabrication. Mais l'esthétique, pour moi, c'est la divination de cette relation de connivence dont j'ai parlé. Le beau est le résultat de règles de composition, d'agencement des couleurs, de raffinement du trait, etc., accepté à un moment donné par une communauté. Sera réputé beau ce qui se conforme à ces normes. La beauté, pour Glissant, est tout autre. Et la beauté de la beauté, je cite, a tenu de ceci, qu'elle propose d'emblée à l'intuition une des dimensions de l'improbable, et non pas de cela qu'elle aurait prétendument déjà ratifié toute vérité dans quelque évidence à ce point fermé. Donc il y a, malgré toute la technicité de son écriture chez Glissant, comme chez Pavie, une espèce de répudiation de l'accent mis sur la technicité ou, si vous voulez, sur la rhétorique. Il y a d'autre part chez Édouard Glissant un mysticisme et un sacré. Le sacré glissantien est entièrement épuré de toute transcendance, il est anthropomorphisé de part en part, il se déploie ici-bas, se distinguant aussi du cœur de la tragédie grecque, qui était la voix même des dieux. Il est de l'ordre même du chaos, qui fixe les points nodaux de la relation sans pourtant déterminer son futur. Je cite, « Le sacré, l'ordre supposé dans le désordre de la relation, nous le fixerons sans être frappés de stupeur. Nous le discuterons sans être empreints de la seule solennelle mélopée du cœur grec. Nous l'imaginerons sans y devenir à toute force la main d'un dieu. » Sans y deviner probablement à toute force la main d'un dieu, pardonnez-moi. Imaginer la transparence de la relation, c'est fonder aussi bien l'opacité de ce qui l'anime. Le sacré est de nous, de cette trame, de notre errance. Le sacré, j'ajoute, n'est pas seulement du passé, mais du futur, appétit insoupçonné de l'imprévisible, dans le traité, dans le tout monde. Donc, l'écrivain, le déparleur ou le peintre, c'est celui à qui revient la tâche d'identifier ces points où le désordre se suspend, hors trémolo empreint de religiosité.
Tout déparleur, je cite, est mieux que quiconque doué pour la cherche du sacré, précisément à cause de cela, qu'il déparle, c'est-à-dire qu'il rigole et qu'il est transporté en exagération. Les misères lui confient sans qu'il voie là un sacerdoce. Le déparleur est le laïc du sacré. Dès lors, le sacré n'est pas cause, mais conséquence de la relation. Le sacré procède peut-être pour nous de cette relation, non plus d'une révélation, ni d'une loi. Tout ceci est développé dans l'ouverture de la philosophie de la relation, où en fait ce sacré apparaît comme une espèce de chose enfouie qui a été recouverte et oubliée par l'humanité, et qui dans l'histoire de l'art, ou dans l'histoire de la littérature, ou dans l'histoire des genres et des techniques, est refoulée, n'est-ce pas, et doit réapparaître. C'est l'image de Lascaux, enfouie puis retrouvée. Mais c'est même avant Lascaux, le chant du monde, n'est-ce pas? La parole de la lave, la parole des pierres, des plantes, des oiseaux. Donc, s'il y a sacré, il y a révélation, chez Pavie comme chez Édouard Glissant, et qu'il faut écrire ainsi, donc mettant la relation encadrant le VE de la révélation. Ça, je peux le montrer très simplement. Je cite les entretiens de Bâton Rouge, où il dit il faudrait se garder ici du nominalisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la révélation est dans les mots, ou dans la lettre du texte, ou dans la parole. Donc, vous voyez comment interpréter ceci. Il y a révélation, mais ça n'est pas seulement ce n'est pas porté par le discours, est hors discours, est un choc qui nous vient du dehors. Donc il y a révélation à laquelle on peut croire. Il ne faut pas le quêter dans le signifiant ou dans la technique picturale, mais dans le tout-monde et son champ vivant. Je voulais parler là, en relation avec la révélation, des extases de Francis Pavie. Il m'a confié dans les entretiens qu'il avait des extases, qu'il arrive à se mettre en état d'auto-hypnose en quelque sorte pour peindre, et je le cite, « Mon sentiment de paix a commencé aux alentours de décembre 2008. C'est un profond sentiment, rafraîchissant, comme lorsque mon corps absorbe un grand verre de menthe glacée. Ça va et ça vient, mais je pense que lorsque je suis centré sur la direction de ma vie, c'est à ce moment-là qu'il me visite comme une sorte de boussole. » Et la meilleure, il dit ceci, la meilleure illustration de cette révélation, de ce sacré, cette stase dans l'existence, où tout à coup la relation surgit, c'est l'oiseau bleu qui chante de nouveau. Et évidemment, si vous regardez plus loin dans le catalogue immense de son œuvre, vous verrez des choses qui viennent de l'héritage judéo-chrétien qui est le sien. C'est le buisson ardent, qu'il transforme complètement comme image de la révélation que doit apporter la peinture. C'est le feu qui prend, et qui prend des dimensions extraordinaires. C'est encore un autre feu. Et pour terminer, pour conclure, j'ai souvent dit à Francis Pavie que je ne voyais en rien la réalité de la Louisiane comme lui. Pour moi, c'est tout vert et tout plat. Un peu ennuyeux. C'est pour ça que j'écris, pour me désennuyer. Ce qu'il a fait, tout comme Glissant, c'est de mettre ses révélations en partage et de remplir ainsi le rôle premier et essentiel de tout artiste, nous manifester solitaires ce que nous, solidaires, n'avions pas vu. Intuition des liaisons magnétiques, la beauté redit la fusion, je cite Glissant, qu'avait été le premier geste artistique
acte divinatoire parce qu'accompli par un seul, mais reconnu comme tel par tous. Donc, j'ai beaucoup coupé, mais j'espère quand même que vous m'avez deviné. Non, c'est pas possible, ça serait un miracle. Donc, je vais vous le dire. J'avais dit, vous m'avez deviné, mais comme j'ai tout enlevé, c'est devenu une tâche impossible. Donc, le beau, ses normes et ses techniques, c'est l'éclat. La beauté et la beauté de la beauté, c'est l'obscur. Donc, je conclus par une citation d'Édouard. Et il nous faudra nous habituer à ceci, que le sens parfois ne manifeste pas une transparence ni aucune sorte de clarté, et à penser ou ressentir dans une telle complexité. Voici ce que serait le traité de la différence qui résumerait en imbroglio negro quelque esthétique que ce soit. Donc, une voltige dans l'inconnu et dans l'obscur, avant que le texte ait pu s'éclairer ou aller de toute clarté vers toute inattendue. J'ai terminé. En fait, non, j'ai commencé, mais j'ai dû terminer.